Le détecteur de mensonges. J'en ai assez, me lamentai-je. De quoi en as-tu assez, Demian ? Qu'on me mente. J'en ai assez qu'on me mente. Et pourquoi es-tu si fâché contre le mensonge ? Demanda Jorge comme si je me plaignais que la pluie mouillât. Comment ça, pourquoi ? Parce que c'est horrible. Ils m'énervent, tous ceux qui me trompent, qui m'escroquent, qui m'embrouillent avec leurs affabulations. Ils t'embrouillent ? Comment arrivent-ils à t'embrouiller ? Ils mentent, voilà ce qu'ils font. Mais cela n'est pas suffisant, Demian. Ils pourraient mentir du matin au soir. Pendant ce temps-là, toi, tu te divertirais à les écouter raconter leur histoire. Mais je me laisse duper, Jorge. J'ai confiance, je les crois. N'importe quel idiot qui passe et invente une bêtise, je le crois. Je suis un imbécile. Et pourquoi les crois-tu ? Parce que, je ne sais pas pourquoi je les crois, les salauds, criai-je. Je ne sais pas. Le gros resta un moment à me regarder en silence, puis il ajouta. Tu sais déjà qu'il vaut mieux ne pas se mettre en colère, mais pour l'instant, puisque tu es en colère, le mieux est de la laisser monter et de faire quelque chose contre. Je savais à quoi le gros faisait allusion. Jorge disait que la colère, l'amour ou la peine ne sont que les piles du corps, que le sentiment est l'énergie qui précède le mouvement, que l'émotion n'est rien sans l'action et qu'essayer de les déconnecter, c'est s'aliéner, se perdre, se décentrer. Et c'était ce que j'étais en train de faire en essayant de contrôler le débordement auquel cette situation me poussait. Mon thérapeute s'assit par terre, approcha un énorme coussin et le plaça devant lui. Sans dire un mot, il donna une petite tape du plat de la main sur le coussin, m'invitant à travailler avec. Je connaissais la tâche que Jorge me proposait. En silence, je m'assis de l'autre côté du coussin et me mis à taper dessus à 2 poings. Plus fort, plus fort, plus fort. Je frappais et frappais, puis je criais, proférais des insultes, puis je frappais encore et frappais, jusqu'à ce que je m'écroule, haletant, épuisé. Le gros me laissa reprendre mon souffle, puis il posa une main sur mon épaule. « Tu te sens mieux ?»« Non, dis-je. Peut-être plus léger, mais pas mieux. »« Ce sont des critères, fit Jorge. Je crois qu'il vaut toujours mieux alléger une charge. » Je m'appuyai sur sa poitrine pendant un moment et me laissai réconforter. Quelques minutes plus tard, Jorge demanda. « Veux-tu me raconter ce qui t'est arrivé ?»« Non, Gordo, non. Le fait anecdotique est sans importance. Maintenant au moins, je suis assez lucide pour m'en rendre compte. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir ce qui m'arrive. J'ai l'impression que ça me rend fou. » Bon, commençons par un bout. Essaie de me résumer quel est le problème d'après ce que tu penses ou ressens. Je m'installai par terre, fis un peu de bruit avec mon nez et essayai de commencer. Ce qui se passe, c'est que lorsque je... Le gros m'interrompit. Non. Énonce-le comme si c'était un télégramme, comme si chaque mot devait te coûter une fortune. Allez. Je réfléchis un peu. Ça m'énerve qu'on me mente, dis-je enfin. J'étais satisfait, c'était la phrase, 5 mots, un message vraiment résumé. Je regardai le gros. Silence. Je décidai d'investir encore un peu afin de donner plus de poids à ma phrase. Ça m'énerve énormément qu'on me mente. Voilà. Le gros sourit et prit cette figure de grand-père compréhensif que prenait Jorge et que j'interprétais parfois comme « Quel idiot tu es, mon fils !» et d'autres fois comme une belle étreinte qui disait « Je suis là » ou « Tout va bien ». « Ça m'énerve !» confirmai-je. « Qu'on te mente !» termina Jorge. « Qu'on me mente !»« Qu'on te mente !» insista-t-il de nouveau. « Oui, qu'on me mente !» Je ne voyais pas où il voulait en venir. « Pourquoi ris-tu ?» lui demandai-je enfin. « Je ne ris pas, je souris. »« Que se passe-t-il ? Je ne comprends rien. »« Je connais l'endroit où tu t'es arrêté. Je le connais parce que je l'ai lu quelque part. Je le connais pour y être resté arrêté une bonne partie de ma vie. Je souris par sympathie, par identification, parce que je reconnais un autre moi d'une autre époque, parce que je le retrouve dans ta position. Ça ne me sert à rien, Gordo. Il ne me suffit pas de savoir que tu es passé par là. Ça ne me console pas de savoir que cette rue est la plus passante de la planète. Aujourd'hui, ça ne me suffit pas. » Le gros avait toujours sa tête de Bouddha satisfait. « Je sais que ça ne te suffit pas. Mais alors, tu t'en vas ?»« Non, je ne m'en vais pas. »« Bon, alors du calme.
Tu as voulu savoir pourquoi je souriais et j'ai voulu te l'expliquer, voilà tout. Jorge retourna s'asseoir dans son fauteuil. Cela t'énerve qu'on te mente? Oui. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'on te ment? Comment ça? Qu'est-ce qui me fait penser qu'on me ment? On me dit quelque chose et tôt ou tard je découvre que ce n'est pas la vérité. Ah, mais là tu es en train de confondre dire la vérité avec ne pas mentir. Quoi, ce n'est pas la même chose? Bien sûr que non. La ligne formellement logique de ma pensée venait de s'écraser contre un mur de granit. Ma seule consolation était de penser que si, comme disait toujours Jorge, la confusion est la porte qui mène à la clarté, je devais être au seuil de la lumière suprême, car je n'y comprenais absolument rien. Évidemment, ajouta Jorge. Évidemment pour toi, dis-je. Le gros rit de bon cœur, et il poursuivit. Dire la vérité ou non est indépendant du fait de mentir. Je te donne un exemple. Il y a bien des années, lorsque le détecteur de mensonges fit son apparition, c'était un objet de fascination pour les avocats et tous ceux qui étudiaient le comportement humain. L'appareil comprend une série de capteurs qui détectent les variations physiologiques de la transpiration, les contractions musculaires, les variations du pouls, les tremblements et mouvements oculaires qui se produisent sur tout individu lorsqu'il ment. En ce temps-là, les expériences sur la machine de la vérité, comme on l'appelait, proliféraient partout. Un jour, un avocat eut l'idée d'une recherche très particulière. Il transporta la machine à l'hôpital psychiatrique de la ville et y assit un malade, Jones. Monsieur Jones était psychotique et dans son délire, il affirmait être Napoléon Bonaparte. Sans doute avait-il étudié l'histoire, car il connaissait parfaitement la vie de l'empereur et énonçait avec exactitude et à la première personne nombre de petits détails de la vie du célèbre Corse, en une séquence logique et cohérente. Les médecins assirent M. Jones devant le détecteur de mensonges et après les réglages habituels lui demandèrent « Êtes-vous Napoléon Bonaparte ?» Le patient réfléchit un moment puis répondit « Non, comment pouvez-vous avoir une idée pareille? Je suis Jones !» Tous sourirent, sauf l'opérateur du détecteur de mensonges qui les informa que M. Jones mentait. La machine démontra que lorsque le patient disait la vérité, c'est-à-dire lorsqu'il affirmait être M. Jones, il mentait, car il croyait fermement être Napoléon. Peter, c'est moi. Le fait qu'on pût mentir en disant la vérité et sa contrepartie logique, la possibilité qu'on fût sincère lorsqu'on proférait des mensonges, achevèrent de dégager ma tête de certaines idées qui y logeaient. « C'est terrible, Jorge, lançai-je. Cela signifie que la vérité devient un concept absolument subjectif et par conséquent relatif. En tout cas, après ce que nous avons dit, ce qui est dégagé, c'est le concept de mensonge, pas celui de vérité. Ce qui est vrai pourrait demeurer absolu, même si l'on admet que déclarer vrai certains mensonges n'est pas mentir. Néanmoins, comme notre idée de la vérité est intimement liée à nos croyances, nous arriverons toujours à ta conclusion, avec laquelle je suis entièrement d'accord, pour cette raison et pour d'autres. La vérité est relative, subjective et, permets-moi d'ajouter, changeante et partielle. C'est sûr, admis-je, et cela ne change rien à ce que je te disais précédemment. Ça m'énerve qu'on me mente. En d'autres termes, que ce soit vrai ou non, ça m'énerve qu'on me dise quelque chose dont je sais que ce n'est pas la vérité. Pas même la vérité relative, subjective et partielle de celui qui dit le mensonge. Ça m'énerve qu'on me mente. Et pourquoi penses-tu qu'on te ment? Encore, dis-je, encore? Je te demande pourquoi tu penses qu'on te ment à toi. Comment ça, pourquoi? C'est à moi qu'on dit le mensonge en question, fis-je exaspéré. Ne t'énerve pas. Je crois que quand quelqu'un ment, il ment. C'est-à-dire, il ne te ment pas. Il ne me ment pas, simplement il ment. Dans le meilleur des cas, il se ment à lui-même. Non. Oui. Pourquoi les gens mentent-ils, Démian? Réfléchis. Pour quelle raison? Est-ce que je sais, moi? Pour 1000 raisons. Donne-moi une. Celle de l'affaire qui t'a fait arriver de mauvaise humeur à la consultation. Pour cacher quelque chose qu'ils ont mal fait. Et pourquoi cela? Pour que les autres ne les jugent pas. Et pourquoi ne veulent-ils pas qu'on les juge? Parce qu'ils savent que les autres vont les condamner.
Et pourquoi ne veulent-ils pas que les autres les condamnent? Parce que l'opinion des autres leur importe. Et qu'ils ne veulent pas avoir à payer les pots cassés, c'est-à-dire pour ne pas être responsables. C'est clair. Bien, disons que c'est là le mobile de 99% des mensonges. Je suppose que oui. Bon. Et comment le menteur sait-il qu'il devrait être responsable? Qui détermine sa responsabilité? Personne, lui-même. C'est ça, lui-même. Et tu ne vois pas. Le menteur n'est pas quelqu'un qui craint la conséquence du jugement d'autrui, ni la condamnation qu'implique ce jugement. Le menteur s'est déjà jugé lui-même et il s'est condamné, tu comprends? L'affaire a déjà été jugée. Le menteur se dérobe à son propre jugement, à sa propre condamnation et à sa propre responsabilité. Comme je te l'ai dit, le problème ne vient pas de l'autre, mais de celui qui ment. Je restai figée, tout cela était vrai. Je le savais parce que je l'avais observé de l'extérieur et de l'intérieur. Je mentais lorsque je m'étais jugée et condamnée moi-même. Mais il est vrai qu'on me ment. Aussi vrai que quand ma mère disait de mon frère Cacho, « Il me mange rien ». Mon frère ne lui mangeait pas de viande, il ne lui prenait pas de soupe, il ne lui goûtait pas ce petit flan si nourrissant. Non, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un me ment, il me ment à moi. Non, Démiane, j'accepte que tu penses être le centre de ton monde. De fait, tu l'es. Mais tu n'es pas le centre du monde. Il ment, il ne te ment pas. Il le fait parce qu'il décide de le faire, parce que ça l'arrange ou parce qu'il en a envie. C'est son privilège. Dire qu'il te ment te pousse à créer un délire autoréférentiel dans lequel quelque chose qui en réalité est son problème devient ton problème. Regarde les choses en face. Mais c'est son problème. Lorsqu'il se ment pour fuir une responsabilité, c'est l'équivalent d'un symptôme. Combien de fois avons-nous vu ensemble qu'en dernière instance, la névrose n'est rien d'autre qu'une façon de ne pas être adulte, d'échapper à la responsabilité qu'implique le fait de grandir? Je ne sais pas, je dois y réfléchir. Dans la vie de tous les jours, celui qui tire un bénéfice est le menteur, pas celui qui se fait baiser. Même si c'était vrai, la justice n'a rien à voir avec la santé. De plus, tout dépend de ce qu'est pour toi tirer un bénéfice. Obtenir que les choses s'arrangent d'une certaine façon grâce à un mensonge est difficile. Au mieux, un mensonge peut faire en sorte que les choses s'arrangent pendant un certain temps, comme le désire celui qui ment, encore qu'il sache intérieurement que cette façon est fausse, fictive, du carton-pâte appuyé sur son mensonge. Nous ne mentons pas pour cela, ou ne nous en rendons pas compte. Il me semble en tout cas que moi, quand je mens, je cherche à contrôler la situation, c'est-à-dire à avoir du pouvoir. Oui, d'une certaine manière, du pouvoir. Je suis celui qui connaît toujours la vérité. Je te fais agir, je te trompe, je t'escroque, je t'embête. Un pouvoir de merde, mais un pouvoir quand même, en fin de compte. Je te raconte une histoire? Il y avait longtemps que Jorge ne l'avait pas fait. Allez, bon, presque une histoire. Il était une fois un bar minable, dans l'un des quartiers les plus louches de la ville. L'ambiance sordide semblait sortie d'un roman policier de série noire. Dans un coin qu'on apercevait à peine, entre la lumière chiche et la fumée puante des cigarettes, un pianiste ivre, avec de grandes cernes sous les yeux, jouait un blues monotone. Soudain, la porte fut ouverte par un coup de pied. Le pianiste cessa de jouer et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. C'était une espèce de géant plein de muscles s'échappant de son débardeur, avec des tatouages sur ses bras de forgeron. Sur sa joue, une vilaine cicatrice donnait encore plus de cruauté à l'expression féroce de son visage. D'une voix à glacer le sang, il hurla « Qui est Peter ?» Un silence impressionnant, terrifiant, tomba sur le bar. Le géant fit 2 pas, saisit une chaise et la jeta dans un miroir. « Qui est Peter ?» demanda-t-il à nouveau. Un petit homme maigrichon, qui portait des lunettes, écarta sa chaise de l'une des tables latérales. Sans faire de bruit, il s'avança vers le géant et d'une voix presque inaudible murmura « Moi, c'est moi, Peter. »« Ah, c'est donc toi, Peter ? Je suis Jack, salaud !» D'une main, une seule, il le souleva dans les airs et l'expédia dans un autre miroir.
Il le releva et lui asséna 2 coups de poing à lui dévisser la tête. Puis il écrasa ses lunettes, déchira ses vêtements et enfin le jeta à terre et sauta sur son ventre. Un filet de sang se mit à couler de la commissure des lèvres du petit homme qui, à demi inconscient, resta étendu sur le sol. Le géant regagna la porte et, avant de quitter les lieux, dit « Personne ne se moque de moi, personne !» Et il partit. Dès que la porte fut refermée, 2 ou 3 hommes s'approchèrent pour porter secours à la victime de cette raclée. Ils l'assirent, lui apportèrent un whisky. Le petit homme essuya le sang de sa bouche et se mit à rire. D'abord tout doucement, puis aux éclats. Surpris, les gens le regardèrent. Les coups l'avaient-ils rendu fou ? « Vous ne comprenez rien ?» dit-il, et il continua à rire. « C'est moi qui me suis bien moqué de ce crétin. » Ne pouvant retenir leur curiosité, les gens l'assaillirent de questions. « Quand ? Comment ? Avec une femme ? Pour de l'argent ? Que lui as-tu fait ? Tu l'as expédié en prison ?» Le petit homme riait toujours. « Non, non, je me suis moqué de ce crétin maintenant devant vous tous, parce que je ne suis pas Peter. » Je quittai le cabinet en riant aux éclats. Je revoyais le petit homme mal en point, persuadé qu'il s'était moqué de la grande brute. À mesure que j'avançais, longeant plusieurs pâtés de maison, le rire me passa peu à peu et une étrange sensation m'envahit de compassion envers moi-même. Le rêve de l'esclave. J'avais déjà oublié la colère de ce jour-là. Le thème du mensonge en lui-même m'intéressait bien davantage. J'avais passé toute la semaine à y penser, redécouvrant ma propre tendance à mentir, me souvenant de certains de mes mensonges et de ceux des autres. Et j'en revenais toujours à constater le bien fondé du concept que Jorge avait semé et qui grandissait avec force. S'il y a un problème dans le mensonge, c'est celui du menteur. Les pieux mensonges m'embarrassèrent un peu. Au début, il me paraissait appartenir à une autre catégorie. Il semblait n'y avoir là ni jugement ni condamnation personnelle, pas même une tentative pour fuir les responsabilités. Pourtant, en cherchant bien, il y avait effectivement un prix que je ne voulais pas payer lorsque je mentais pour protéger quelqu'un. Je refusais d'affronter sa douleur, son impuissance ou sa colère. Et comme si cela était peu, je me rendais compte que, dans bon nombre de ces pieux mensonges, je me mettais en fait à la place de l'autre. Comme dirait mon thérapeute, je m'identifiais à la victime. Je ressassais alors des pensées réunies sous le filtre. Si telle était ma réalité, je préférerais l'ignorer. Et de cette position, je me sentais le droit de décider pour les autres qu'ils devaient ignorer la vérité. Dit de cette façon, je réalisais que le mensonge était bien plus une manipulation macabre qu'un acte de miséricorde. Quelle horreur! Une fois encore, ce mensonge n'était pas pour l'autre, mais pour moi-même. À qui s'adresse la miséricorde ? À moi. Presque tous les mensonges sont pieux, mais pieux pour soi, pieux pour celui qui ment. Pieux pour soi, lui dis-je. Eh bien, Démian, je n'y avais jamais pensé sous cet angle. Ça me paraît une super idée, me félicita le gros. Les pieux mensonges sont toujours suspects et ils ouvrent parfois des questions compliquées du point de vue moral et philosophique. L'un des énoncés éthiques les plus transcendants que je connaisse est le dilemme socratique de l'homme et de l'esclave. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est Léa qui l'a évoqué dans un groupe de couples que nous dirigions ensemble. À ce moment-là, il a résonné en moi et je me suis vaguement rappelé avoir lu une fois cette histoire, en n'y attachant que peu d'importance. Cependant, en écoutant la discussion qui s'instaura dans le groupe et en assistant en même temps à mes propres réflexions intérieures, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dont je devais remercier Léa en plus de son amitié. Le récit est très simple. Je me promène sur un chemin solitaire. Je profite de l'air, du soleil, des oiseaux et du plaisir que me donnent mes pieds en me portant là où ils le veulent. Au bord du chemin, je trouve un esclave endormi. Je m'approche et découvre qu'il rêve. Par ses paroles et ses gestes, je devine. Je sais ce qu'il rêve. L'esclave rêve qu'il est libre. L'expression de son visage reflète la paix et la sérénité. Je me demande, dois-je le réveiller pour lui dire que ce n'est qu'un rêve
et qu'il sache qu'il est toujours esclave, ou dois-je le laisser dormir aussi longtemps qu'il peut, afin qu'il jouisse, ne serait-ce qu'en rêve, de sa réalité imaginaire? Quelle est la bonne réponse? Ajouta Jorge. Je haussai les épaules. Il n'y a pas de bonne réponse, poursuivit-il. C'est à chacun de trouver sa propre réponse, et il ne peut la chercher nulle part à l'extérieur de lui-même. Je crois que je resterai paralysé face à l'esclave, sans savoir quoi faire, dis-je. Je vais te donner un coup de main, qui pourra t'être utile, au moins dans un cas. Tout paralysé que tu es, approche-toi de l'esclave et regarde-le. Si l'esclave c'est moi, n'hésite pas, réveille-moi. La femme de l'aveugle. Ce jour-là, j'étais d'humeur revendicative. J'ai l'impression que tu penses que le mensonge ne pose aucun problème, mais mentir n'est pas bien. C'est ce qu'on nous a appris. En es-tu certain, Demian? Est-il certain qu'on nous a appris à ne pas mentir? Je n'en suis pas si sûre. Imagine cette scène, elle arrive tous les jours, dans tous les foyers de toutes les villes. L'enfant vient d'être surpris en train de mentir. Son père, compréhensif et moderne, sait que ce mensonge n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est le concept moral du mensonge. Aussi, le père laisse ce qu'il est en train de faire et s'assoit près de son fils pour lui expliquer, dans un langage simple, pourquoi il doit toujours dire la vérité, quoi qu'il arrive et qui que soit. Le téléphone sonne. Le fils, qui veut se rattraper, dit « J'y vais !» et il court répondre au téléphone. Quelques instants plus tard, il revient. « C'est le courtier d'assurance, papa !»« Ouf ! Juste maintenant, dis-lui que je ne suis pas là. » Est-ce qu'on nous apprend à ne pas mentir? Je ne crois pas. On nous dit qu'il ne faut pas mentir, ça oui, mais nos parents, nos maîtres, nos prêtres, nos gouvernants nous apprennent-ils qu'il ne faut pas mentir? Jorge fit une pause, versa l'eau bouillante sur le maté et poursuivit. On dirait qu'on entre dans un autre champ, le champ personnel et subjectif de ce qui se passe pour chacun face au mensonge. Et de toute façon, pourquoi serait-il mal de mentir? Nous avons vu ensemble des centaines de fois que la société dans laquelle nous vivons déteste les individus imprévisibles. Cela suppose une perte de contrôle qui complique les règles du jeu de la coexistence, du moins dans le système tel qu'il est structuré. Dans ce système, mentir n'est pas bien parce que si tu mens, je ne saurai jamais avec certitude ce que tu penses, ce que tu fais ou ce qui t'arrive. Pour garder le contrôle de la situation, moi, comme tout le monde, j'ai besoin de faits véridiques. Si mes sens ne parviennent pas à m'informer, j'ai besoin de l'information que tu me donnes. J'ai besoin de croire que ce que tu dis est vrai. Mais si je ne peux faire confiance à ce que me disent les autres, argumentai-je, je ne peux pas vivre non plus. Personne ne peut t'interdire de faire confiance, Demian. Ce que je discute, c'est que tu prétendes interdire à autrui de mentir. Mais, Jorge, si chacun disait ce qui lui passe par la tête, tout deviendrait une horreur. Si tout le monde ment et que personne ne peut croire personne, la situation devient un vrai chaos. C'est une possibilité, dit le gros, mais ce n'est pas la seule. Il y a une autre possibilité que j'aime imaginer quant à moi comme plus probable. Nous avons dit qu'une personne ment parce que, se jugeant elle-même, elle craint le jugement des autres. Nous avons dit aussi que celui qui ment, c'est d'ores et déjà condamné. Mais imagine un monde en liberté, un monde des permissions incommensurables, un monde où rien ne serait interdit, inconvenant ou obligatoire. Dans un tel monde, personne ne se condamnerait, ne se jugerait ni n'attendrait de jugement critique de la part d'autrui. Et alors, avec la liberté de mentir ou de ne pas mentir, avec la permission de dire la vérité ou de la cacher, peut-être cesserions-nous tous à la fois de mentir, et l'univers se transformerait-il enfin en un espace de confiance et de détente. Ça aussi c'est une possibilité, Demian. Es-tu certain que ce soit une possibilité? Non, je n'en suis pas certain, mais je suis sûre de si peu de choses que je préfère croire avec certitude à celle-ci, qui, bien qu'elle ne le soit pas, a au moins l'avantage d'être souhaitable. Toi, n'importe quel autobus t'embarque. Je ne sais pas s'il m'embarque, mais s'il a le numéro que j'attends, je monte. Dis-moi, Gordo, s'il est vrai que ton rêve est possible, pourquoi le monde ne se décide-t-il pas à traverser cet espace de confiance et de détente selon tes propres mots? En premier lieu, Demian, parce qu'il doit vaincre sa peur. Quelle peur? La peur de la vérité.
Un jour, je te raconterai l'histoire de la petite boutique de la vérité. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, c'est le jour d'une autre histoire. Dans un village, un homme était atteint d'une maladie rare des yeux, qui l'avait rendu aveugle pendant les 30 dernières années de sa vie. Un jour arriva au village un médecin célèbre qu'on alla consulter pour son cas. Le docteur affirma que s'il opérait cet homme, il pourrait lui rendre la vue. Sa femme, se sentant vieille et laide, s'y opposa. L'exécution. Mais alors, la sincérité n'a pas de valeur pour toi, protestai-je. Bien sûr que si, Démian, mais je refuse de l'instituer par décret. Et comment va apparaître ce monde que toi et moi souhaitons? La vie et le temps passant, il t'arrivera, cela t'arrive déjà, de rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes avec lesquels tu te sentiras si libre que tu n'auras nul besoin de mentir. Tu en rencontreras certains à qui tu pourras tellement permettre d'être comme ils sont que jamais il ne leur viendra à l'idée de te mentir. Ceux-là sont tes vrais amis. Prends-en soin, dit Jorge d'un ton grave. Et si ces amis et toi vous rendez compte qu'avec vous commence un nouvel ordre, dis-moi, pour toi, la franchise est-elle du domaine exclusif de l'amitié? Oui, mais attention, la franchise est une chose, la sincérité en est une autre. Encore une? Encore une. D'y voir? Franchise vient de franc, ouvert. Rappelle-toi l'idée de passage libre. Être franc signifie qu'il n'y a en moi aucun espace caché dont l'entrée soit interdite. Il n'existe aucun recoin de ma pensée, de mon sentiment ou de mon souvenir que je ne connaisse pas ou que je veuille réserver. La sincérité, c'est beaucoup moins que cela. La sincérité, pour moi, c'est tout ce que je te dis est vrai, du moins vrai pour moi. En d'autres termes, je ne te mens pas, comme tu dirais. En fait, on peut être sincère sans pour autant être franc. Absolument. La franchise, Démian, est une relation sybaritique, comme l'amour avec un grand A, un sentiment réservé à peu de gens, très peu. Mais, Jorge, si c'est vrai, je peux garder des espaces de moi-même qui te soient interdits, sans cesser pour autant d'être sincère. C'est comme affirmer que dissimuler n'est pas mentir. Au moins pour moi, dissimuler n'est pas mentir, à condition que tu ne mentes pas pour dissimuler. Un exemple, s'il te plaît. Dialogue dans un couple. Qu'est-ce que tu as? Rien? Si, il a quelque chose et il sait qu'il l'a, bien qu'il ignore ce que c'est. Il ment. Autre cas. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Si. Il a quelque chose et il sait ce que c'est, donc il ment. Un troisième. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas te répondre maintenant. Il se peut que cela paraisse plus problématique, mais cette personne dissimule et elle est sincère. Mais Jorge, dans les deux premiers exemples, ma compagne accepte ou comprend. Dans ce dernier, elle m'envoie au diable. Eh bien, peut-être le moment est-il venu de te demander quel genre de compagne tu as, qui comprend et tolère quand tu mens et punit quand tu es sincère. Tu as toujours une réponse? Oui, tout le monde a toujours une réponse, même si celle-ci est parfois le silence, d'autres fois la confusion, d'autres encore la fuite. Tu m'épuises. Moi aussi, je m'épuise. Voyons, Gordo, laisse-moi essayer de résumer. Vas-y. Tu dis que tu refuses de classer le mensonge comme un mal. Tu dis que cela relève de la décision de chacun à chaque instant. Et dans chaque relation, ajouta Jorge. Et dans chaque relation, acquiesçai-je, tu soutiens en outre que mentir n'est pas dissimuler. Non, je soutiens que dissimuler n'est pas mentir, ce qui n'est pas la même chose. C'est vrai, et tu dis aussi qu'il faut réserver la sincérité aux amis et la franchise aux élus, c'est bien ça? Oui, à peu près. Bon, alors le fait que je croie ce que tu dis dépendrait toujours de la relation qui existe entre toi et moi, de ma confiance ou de mon amour. Bien sûr, de cela et de ton envie. Quelle envie? Je te raconte une histoire. Dans un lointain pays vivait un seigneur féodal dont la puissance n'avait d'égal que sa cruauté. Sur ses domaines régnait sa loi, et il était même interdit à ses sujets de prononcer son nom. Ceux-ci vivaient opprimés par les policiers qu'il désignait
écrasés par les receveurs d'impôts qui leur prenaient les quelques pièces qu'ils pouvaient économiser en vendant leurs récoltes, leurs vins ou les objets d'artisanat qu'ils fabriquaient. Nolaf, car tel était le nom du seigneur, avait une puissante armée d'où de temps en temps sortaient de jeunes officiers qui se mutinaient pour tenter de le renverser. Mais le tyran réprimait toutes ces tentatives dans le sang et le feu. Le prêtre de ce fief était aussi bon que le seigneur était mauvais, un homme respectueux de sa foi qui consacrait sa vie à aider les autres et à enseigner les nombreuses choses qu'il savait. 15 ou 20 disciples qui suivaient sa voie et tiraient un enseignement de chaque geste et chaque parole du maître vivaient avec lui dans sa demeure. Un jour, après la prière du matin, il rassembla ses disciples et leur dit « Mes enfants, nous devons aider les gens de notre peuple. Ils pourraient lutter pour leur liberté, mais le Seigneur de la terre leur fait croire que son pouvoir est trop grand pour qu'ils osent l'affronter. La peur de Nolaf a grandi avec eux, et à moins que nous ne fassions quelque chose, ils mourront esclaves. »« Ce que tu dis sera fait, » répondirent-ils à l'unisson. « Même s'il vous en coûte la vie ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que la vie, si, pouvant aider nos frères, nous ne le faisions pas ?» rétorqua l'un des disciples qui parlait au nom de tous. Vint le 5e jour du 3e mois. Ce jour-là, on fêtait au palais l'anniversaire du maître, et seule fois de toute l'année, le seigneur visitait ses domaines dans son attelage. Entouré d'une importante escorte et vêtu d'habits brodés d'or et de pierres précieuses, Nolaf commença sa promenade ce matin-là. Un avis officiel ordonnait à tous de se prosterner au passage de la voiture royale en signe de respect. À la surprise générale, à quelques rues du palais, la voiture passa devant une maison et l'un des sujets resta debout. Les gardes l'arrêtèrent sur-le-champ et l'amenèrent au seigneur. « Ne sais-tu pas que tu dois t'incliner ?»« Je le sais, Altesse, mais tu ne l'as pas fait. »« Je ne l'ai pas fait. »« Sais-tu que je peux te condamner à mort ?»« C'est ce que j'espère, Altesse. » La réponse surprit Nolaf, mais il ne se troubla point. « Bien, si c'est ainsi que tu veux mourir, le bourreau s'occupera de ta tête ce soir même. »« Merci, mon seigneur, » dit le jeune homme. Et il s'agenouilla en souriant. Dans la foule, quelqu'un cria « Mon seigneur, puis-je parler ?» Le dictateur lui permit de s'approcher. « Dis-moi. »« Permettez, mon seigneur, que ce soit moi et non lui qui meure aujourd'hui. »« Tu demandes à être exécuté à sa place ?»« Oui, seigneur, je vous en prie. Je vous ai toujours été fidèle. Accordez-moi cette faveur, je vous en prie. » Surpris, le seigneur se tourna vers le condamné. « Est-ce l'un de tes parents ?»« De ma vie, je ne l'ai vu. Ne lui permets pas de me remplacer. La faute est mienne, et c'est ma tête qui doit tomber. »« Non, Altesse, la mienne. Non, la mienne. La mienne. Silence !» cria le seigneur féodal. « Je peux vous satisfaire tous les deux. Vous serez décapités l'un et l'autre. »« Bien, Altesse. Mais comme j'ai été le premier condamné, je crois avoir le droit de mourir le premier. »« Non, Seigneur, ce privilège doit me revenir, car je n'ai même pas offensé votre Altesse. »« En voilà assez, qu'est-ce que cela signifie ?» hurla Nolaf. « Taisez-vous, et je vous accorderai le privilège d'être exécuté en même temps. Il y a plus d'un bourreau sur cette terre. » Une voix s'éleva au milieu de la foule. « Dans ce cas, Seigneur, moi aussi je veux être sur la liste. Et moi, Seigneur, et moi ?» Le Seigneur resta sans voix, incapable de comprendre ce qui se passait. Et s'il y avait une chose qui irritait le dictateur, c'était de ne pas comprendre ce qui se passait. 5 jeunes gens sains demandaient à être décapités, et c'était parfaitement incompréhensible. Il ferma à demi les yeux et réfléchit. En quelques secondes, il prit une décision. Il ne voulait pas que ses sujets pensent que son bras tremblait. Il y aurait 5 bourreaux. Or, lorsqu'il ouvrit les yeux et regarda la foule rassemblée autour de lui, ce n'était plus 5, mais plus de 10 hommes qui exigeaient d'être exécutés. Et les mains continuaient à se lever. C'en était trop pour le puissant seigneur. « Assez !» cria-t-il. « Toutes les exécutions sont suspendues jusqu'à ce que je décide qui va mourir et quand. » Au milieu des protestations et des réclamations de ceux qui voulaient mourir, la voiture revint au palais. Une fois rentré, Nolaf s'enferma dans ses appartements et se mit à réfléchir sur l'événement. Soudain, il eut une idée. Il fit appeler le prêtre.
Lui devait connaître la raison de cette folie collective. Rapidement, on alla chercher le vieux prêtre et on l'amena devant le Seigneur. « Pourquoi mes sujets se disputent-ils pour être exécutés ?» L'ancien ne répondit pas. « Réponds !» Silence. « Je te l'ordonne !» Silence. « Ne me défie pas, j'ai les moyens de te faire parler. » Silence. L'ancien fut conduit à la salle de torture et pendant des heures soumis aux pires tourments, mais il refusa de parler. Le tyran envoya ses gardes au temple chercher quelques-uns de ses disciples. Lorsqu'ils furent devant lui, il leur montra le corps abîmé de leur maître et leur demanda « Pour quelle raison les hommes veulent-ils être exécutés ?» Dans un filet de voix, le vieux prêtre s'exclama « Je vous interdis de parler !» Le Seigneur de la terre savait qu'il ne pouvait menacer de mort aucun de ceux qui se trouvaient là. Aussi leur dit-il « Je ferai subir à votre maître les pires tourments qu'un homme ait conçus, et je vous obligerai à y assister. Si vous aimez cet homme, dites-moi le secret. Ensuite vous pourrez tous partir. » « C'est bien, » dit l'un des disciples. « Tais-toi, » dit l'ancien. « Continue, » dit Nolaf. « Si quelqu'un meurt exécuté aujourd'hui, » commença le disciple. « Tais-toi, » répéta l'ancien. « Maudit sois-tu si tu révèles le secret. » Le Seigneur fit un geste et le vieux reçut un coup qui le laissa inconscient. « Continue, » ordonna-t-il. « Le premier homme qui mourra exécuté aujourd'hui après le coucher du soleil deviendra immortel. »« Immortel ? Tu mens, » dit Nolaf. « C'est dans les Écritures, » dit le garçon, et ouvrant un livre qu'il avait dans sa poche, il lut le paragraphe qui le confirmait. « Immortel » pensa le Seigneur. La seule chose que craignait le dictateur, c'était la mort, et voilà que se présentait à lui la possibilité de la vaincre. « Immortel » songea-t-il. Le Seigneur n'hésita pas un instant. Il fit apporter du papier, une plume, et ordonna sa propre exécution. Tous furent jetés hors du palais, et au coucher du soleil, Nolaf fut exécuté selon son injonction. Ainsi, le peuple fut libéré de son oppresseur, et il se souleva pour gagner sa liberté. Quelques mois plus tard, tous étaient libres. Personne ne mentionna plus jamais le seigneur féodal, sauf la nuit de son exécution, lorsque les disciples, tandis qu'ils soignaient les blessures de leur maître, recevaient sa bénédiction pour avoir risqué leur vie, et ses félicitations pour la manière extraordinaire dont ils avaient joué leur rôle. Démian, pourquoi le seigneur féodal a-t-il cru un mensonge comme celui-ci ? Comment a-t-il été capable d'ordonner sa propre exécution pour une histoire que lui racontaient ses ennemis ? Pourquoi est-il tombé dans le piège du maître ? Il n'y a qu'une réponse. Parce qu'il voulait y croire. Il voulait croire que c'était vrai. Et cela, Démian, est l'une des vérités les plus fabuleusement mobilisatrices qu'il m'ait été donné de connaître dans toute ma vie. Nous croyons certains mensonges pour bien des raisons, mais surtout parce que nous voulons y croire. « Pourquoi celui qui te ment t'obsède-t-il » demandais-tu l'autre jour. « Il t'obsède parce que tu voulais croire que ce qu'il disait était vrai » répondit-il à sa propre question. Personne n'a plus de chance de tomber dans un piège que celui dont les désirs s'accordent au mensonge. Le juge équitable. Comme toujours, après une révolution dans ma tête, les idées se décantaient et les relations entre elles commençaient à se reconstruire. Combien de fois dans ma vie avais-je tenté de percer l'incompréhensible mystère des éternels acheteurs de pièces de 5 sous pour 4 sous. Je n'avais jamais réussi à trouver la moindre explication à l'interminable existence des victimes du coup de l'enveloppe. Que se passait-il dans la tête d'un individu qui en venait à acheter un transatlantique pour une somme ridicule? Comment quelqu'un en venait-il à s'associer avec un escroc? Pourquoi une personne d'une intelligence normale finissait-elle par découvrir, après l'avoir payée, qu'une marchandise achetée à un prix dérisoire n'était que du toc camouflé? Maintenant, enfin, la réponse se faisait jour. Tous les escroqués avaient pensé à un moment ou à un autre tirer un profit de la situation. La majorité d'entre eux avaient passé un moment à se délecter en secret d'un gain futur. Beaucoup s'étaient réjouis en croyant être eux les petits malins qui trompaient l'autre. Est-ce que je faisais la même chose lorsque je mordais à certains hameçons ? Oui, bien sûr que je le faisais.
C'est exactement ce que je fais quand je me laisse accrocher. Me laisser accrocher n'est pas autre chose que me cramponner à n'importe quelle promesse ou affirmation qui sonne agréablement à mes oreilles. Se laisser accrocher, ça évoque même un hameçon. Et comment pourrait-il en être autrement? L'expression mordre à l'hameçon elle-même suggère déjà cela. Mordre un hameçon auquel est enfilé un ver alléchant ou, pis encore, une superbe mouche séduisante et colorée en plastique. Je me laisse accrocher, je mords à l'hameçon. À quoi ressemblent les autres, ceux qui pêchent? Quels sont les vers qui me font le plus envie? Les promesses d'amour éternel, le rêve de l'acceptation totale, l'appréciation et la reconnaissance d'autrui, le désir d'être le premier à voir quelque chose que personne n'a vu, la fatuité de se distinguer aux yeux des autres, le regard qui me voit comme je voudrais être, la permanence inconditionnelle de l'autre à mes côtés et tant d'autres choses, tant d'autres. Je me rendais compte qu'avec le temps, l'expérience et le développement personnel, j'apprenais à recracher de plus en plus vite les hameçons auxquels je mordais. Mais et les blessures? Et les blessures, Gordeau, lui demandai-je. Qu'en est-il des blessures? Tu m'apprends à dédaigner les vers morts et décolorés. Tu me montres constamment où sont les mouches en plastique pour que je ne me prenne pas au hameçon, mais je n'ai pas l'impression que tu m'apprennes comment ne pas me faire mal. Il semble que le destin des crédules comme moi soit de finir par se retrouver couverts de cicatrices qu'ont laissé des hameçons mordus et d'autres que nous n'avons pas réussi à mordre. Moi, ce que je voudrais au moins, c'est ne plus me faire mal. Je refuse de continuer à être le jouet de ceux qui décident de me blesser ou de me soigner. Je ne veux pas. C'est le prix, Demian, c'est le prix. Te souviens-tu de la rose du Petit Prince? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je dois supporter quelques chenilles si je veux connaître les papillons. C'est ça, confirma Jorge. Je gardai le silence, méditant dans un mélange de douleur, d'indignation, de résignation et d'impuissance. Puis je me plaignis. Je continue à penser que le menteur a beaucoup d'avantages et bien peu d'inconvénients. Parfois oui, parfois non, dit le gros. Le mensonge a de nombreux inconvénients, et le pire de ces inconvénients, c'est qu'il ne sert à rien. Tôt ou tard, tout mensonge est éventé, et tout ce qu'on a apparemment obtenu fond comme neige au soleil. De plus, il arrive que la vie rende justice, et que l'imposture se retourne contre le menteur. Jorge ferma à demi les yeux et fouilla dans sa mémoire. « Voilà une histoire, devinai-je. La voilà. » Quand Lien Tzu mourut, sa femme Zumi, son fils aîné Ling et ses 2 plus jeunes enfants se retrouvèrent dans la plus grande pauvreté. De son vivant, l'homme de la maison travaillait du lever au coucher du soleil dans les rizières de Cheng. La plus grande partie de son salaire lui était payée en riz et il ne recevait que quelques pièces qui couvraient à peine les premières nécessités de la famille, en tête desquelles venaient la paye des maîtres et les cahiers d'écoliers de Ling et de ses frères. Le jour de sa mort, comme toujours, Lien Tzu quitta sa maison avant l'aube. Sur le chemin de la plantation, il entendit les appels au secours d'un vieillard entraîné par les eaux tumultueuses de la rivière. Lien Tzu le reconnut. C'était le vieux Cheng, le maître de la plantation où il travaillait. Il n'avait jamais été un bon nageur. Or, il fallait en être un pour seulement oser se jeter à l'eau, et encore plus pour essayer de sauver le vieillard. Il regarda autour de lui, mais personne ne passait sur le chemin à cette heure, et courir chercher de l'aide lui prendrait plus d'une demi-heure. Sans hésiter, Lien Tzu prit son souffle et se jeta à l'eau. À peine eut-il atteint le vieillard que le courant commença à l'entraîner, lui aussi, vers l'aval. Les corps sans vie des 2 hommes apparurent enlacés dans une nappe d'eau dormante de la rivière, quelques kilomètres plus bas. Peut-être les fils du vieux Cheng voulurent-ils d'une certaine façon rendre Lien Tzu responsable de la mort de leur père. Peut-être le petit Ling était-il trop jeune pour ce travail, ou peut-être, comme ils l'affirmèrent, n'y avait-il pas assez de travail dans les rizières. Toujours est-il que les héritiers du défunt refusèrent d'accorder à Ling le droit de reprendre le travail de son père. Le jeune Ling insista.
Il commença par dire qu'il était parfaitement capable à 13 ans d'exercer cet emploi. Il expliqua ensuite qu'il l'avait hérité de son père. Puis il parla de son ardeur à la tâche et de son habileté manuelle. Et comme tout cela ne servit à rien, Ling supplia qu'on lui donnât ce travail en faisant valoir le grand besoin dans lequel se trouvait sa famille. Aucun argument ne fut suffisant et le garçon fut invité à quitter la plantation. Indigné, Ling éleva la voix, revendiquant le sacrifice de son père, parlant d'exploitation, de droit, de procès, d'exigence. Ling eut beau lutter de toutes ses forces, il fut brutalement expulsé et jeté dans la poussière de la rue. Depuis, la famille mangeait quand elle le pouvait, nourrie grâce aux quelques travaux temporaires que Ling réussissait à dégoter et au sacrifice de sa mère, qui lavait et cousait pour les gens du voisinage. Un jour, comme tous les autres, Ling sortait de la plantation, car, comme chaque jour, il était allé demander du travail, et comme chaque fois, on lui avait répondu qu'il n'y avait rien pour lui. Il sortait la tête basse, les yeux fixant le sol et ses sandales usées, donnant des coups de pied dans les pierres qu'il rencontrait, essayant de chercher une consolation à sa douleur. Soudain, son pied heurta quelque chose qui fit entendre un bruit différent. Ling chercha du regard l'objet frappé. Ce n'était pas une pierre, mais une petite bourse en cuir fermée par un cordon et couverte de terre. De nouveau, le garçon la frappa du pied. Elle était pleine et faisait un joli bruit en roulant sur la terre. Ling continua à donner des coups de pied à la petite bourse pendant une bonne demi-heure, trouvant agréable le son qu'elle produisait. Enfin, il la ramassa et l'ouvrit. Elle contenait un tas de pièces d'argent, plein de pièces, bien plus qu'il n'en avait vu dans sa vie. Il les compta. Il y en avait 15 belles pièces neuves et brillantes. Et elles étaient à lui. Il les avait trouvées jetées à terre. Il leur avait donné des coups de pied pendant une demi-heure. Il avait ouvert la bourse. Pas de doute, elles étaient à lui. Maintenant, enfin, sa mère pourrait arrêter de travailler. Ses frères retourneraient à l'école et tous pourraient manger ce qu'ils aimaient, tous les jours. Il courut au village faire quelques emplettes. Il rentra chez lui les bras chargés de nourriture, de jouets pour ses frères, de couvertures pour se protéger du froid et pour sa mère de 2 belles robes importées d'Inde. Son retour fut une fête. Tous avaient faim et personne ne demanda d'où venait la nourriture avant d'avoir fini son repas. Après le dîner, Ling répartit les cadeaux et quand les enfants, fatigués de jouer, allèrent se coucher, Zumi fit signe à Ling de venir s'asseoir auprès d'elle. Ling savait ce que sa mère voulait. « Ne va pas croire que je les ai volés, dit Ling. « Personne ne peut avoir donné tout ça pour rien, dit sa mère. « Non, personne ne fait de cadeaux, acquiesça Ling. Je les ai achetés, c'est moi qui les ai achetés. Et où as-tu trouvé l'argent, Ling ?» Le garçon raconta alors à sa mère comment il avait découvert la bourse pleine de pièces. « Ling, mon fils, cet argent ne t'appartient pas, dit Zumi. « Comment ça, il ne m'appartient pas ?» protesta Ling. « C'est moi qui l'ai trouvé. »« Mon fils, si tu l'as trouvé, quelqu'un l'a perdu. Et celui qui l'a perdu est le véritable propriétaire de l'argent, déclara la femme. « Non, dit Ling, celui qui l'a perdu, celui qui l'a trouvé, je l'ai trouvé, et s'il n'a pas de propriétaire, il est à moi. »« Bien, mon fils, dit la mère, s'il n'a pas de propriétaire, il est à toi, mais s'il a un propriétaire, il faut lui rendre son bien. »« Non, mère. »« Si, Ling, souviens-toi de ton père et pense à ce qu'il te dirait. » Ling baissa la tête et accepta à contre-cœur. « Et comment vais-je faire pour les pièces que j'ai dépensées ?» demanda le garçon. « Combien de pièces as-tu dépensées ?»« 2. »« Bien, nous verrons comment les rembourser, dit Zumi. À présent, va au village et demande qui a perdu une bourse en cuir, en commençant près de l'endroit où tu l'as trouvée. » À nouveau tête basse, mais cette fois sortant de chez lui, Ling se lamentait sur son sort. Il se rendit d'abord à la plantation et s'enquit auprès du contremaître si quelqu'un avait perdu quelque chose. Le contremaître n'en savait rien, mais il lui dit qu'il allait vérifier. Un moment plus tard, le fils aîné du vieux maître et actuel propriétaire de la rizière vint à sa rencontre. « C'est toi qui as pris ma bourse ?» lui demanda-t-il d'un ton accusateur. « Non, monsieur, je l'ai trouvée dans la rue, » répondit Ling. « Rends-la-moi tout de suite, cria-t-il. Le garçon sortit la bourse de sa poche et la lui remit.
L'homme vida la bourse dans sa main et se mit à compter. Le garçon le prévint. Vous verrez qu'il ne manque que 2 pièces, monsieur Cheng. Je rassemblerai l'argent pour vous les rendre, ou je travaillerai gratuitement en compensation. 13 13 rugit-il. Où sont les pièces qui manquent? Je vous l'ai dit, monsieur, répliqua le jeune homme. Je ne savais pas que cette bourse vous appartenait, mais je vous rendrai votre argent. Voleur, l'interrompit l'homme. Voleur, je vais t'apprendre, moi, à garder ce qui ne t'appartient pas. Et il partit dans la rue en hurlant. Je t'apprendrai, je t'apprendrai. Le garçon rentra chez lui. Il ne savait quel sentiment, de sa colère ou de son désespoir, était le plus fort. À son retour, il raconta à Zumi ce qui s'était passé, et celle-ci le consola. Elle lui promit d'aller parler à cet homme pour régler le problème. Cependant, le lendemain, un émissaire du juge arriva avec une citation à comparaître, adressée à Zumi et Ling, pour le vol de 17 pièces de monnaie dans une bourse. 17. Devant le juge, le fils du vieux Cheng déclara sous serment qu'une bourse de cuir avait disparu de son secrétaire. C'est ce jour-là que Ling est venu demander du travail, assura Cheng, et ce petit voleur s'est présenté le lendemain en racontant qu'il avait trouvé cette bourse, demandant si quelqu'un l'avait perdue. Quel effronté! Poursuivez, monsieur Cheng, dit le juge. Bien sûr, je lui ai dit que la bourse était à moi, et lorsqu'il me l'a rendue, j'ai immédiatement compté le contenu et constaté ce que je suspectais. Il manquait des pièces, 17 pièces d'argent. Le juge écouta attentivement le récit, puis il tourna les yeux vers le garçon qui, honteux, n'osait ouvrir la bouche. « Qu'as-tu à dire, Ling ? L'accusation portée ici contre toi est très sérieuse, » précisa le juge. « Monsieur le juge, je n'ai rien volé. J'ai ramassé cette bourse sur le chemin, et je ne savais pas que son propriétaire était monsieur Cheng. Il est vrai que j'ai ouvert la bourse, vrai aussi que j'ai dépensé une partie de l'argent en nourriture et jouets pour mes frères. Mais je n'ai pris que 2 pièces. Pas 17. Le garçon sanglotait. Comment aurais-je pu prendre 17 pièces s'il n'y en avait que 15 lorsque je l'ai trouvée? Je n'ai pris que 2 pièces, monsieur le juge, seulement 2. Voyons, dit le juge, combien de pièces contenait la bourse lorsque ce garçon l'a rendue? 13, répondit le demandeur. 13, confirma Ling. Et combien de pièces contenait-elle quand vous l'avez perdue, s'enquit le juge? 30, votre honneur, répondit l'homme. Non, non, interrompit Ling, il n'y avait que 15 pièces, je le jure, je le jure. Jureriez-vous, demanda-t-il au propriétaire de la rizière, que la bourse contenait 30 pièces d'argent lorsqu'elle était sur votre secrétaire? Bien sûr, monsieur le juge, confirma-t-il, je le jure. Zumi leva timidement la main et le juge lui fit signe de parler. Monsieur le juge, dit Zumi, mon fils est encore un enfant, et je reconnais qu'il a commis plus d'une erreur dans cette affaire. Cependant, il y a quelque chose que je peux affirmer. Ling ne ment pas. S'il dit qu'il n'a dépensé que 2 pièces, c'est la vérité. Et s'il dit que la bourse ne contenait que 15 pièces quand il l'a trouvée, c'est sûrement la vérité. Peut-être, monsieur, quelqu'un a-t-il trouvé la bourse avant? Silence, madame, l'interrompit le juge. C'est à moi, et non à vous, qu'il revient de dire ce qui s'est passé et d'administrer la justice. Vous vouliez parler et on vous l'a accordé. Maintenant, asseyez-vous et attendez ma sentence. C'est cela, votre honneur, la sentence. Nous voulons justice, déclara le demandeur. Le juge fit signe à son assistant de faire sonner le gong, ce qui signifiait qu'il allait rendre son verdict. Demandeur et défendeur, confuse au début, la situation est très claire à présent, commença le juge. Je n'ai pas de raison de douter de la parole de M. Cheng lorsqu'il jure qu'il a perdu une bourse contenant 30 pièces d'argent. L'homme sourit méchamment en regardant Ling et Zumi. Cependant, le jeune Ling affirme avoir trouvé une bourse contenant 15 pièces, poursuivit le juge, et je n'ai pas de raison non plus de douter de sa parole. Un silence pesant se fit dans la salle, et le juge continua. Il est donc évident pour ce tribunal que la bourse trouvée et rendue n'est pas celle qu'a perdue M. Cheng. Par conséquent, aucune réclamation ne peut être portée à l'encontre de la famille Lien Su. Néanmoins, nous gardons ouverte la requête du demandeur, à qui on devra remettre toute bourse trouvée et rapportée ici dans les prochains jours, dont le contenu d'origine serait de 30 pièces d'argent. Le juge sourit
et rencontra le regard reconnaissant de Ling. Et quant à cet autre bourse, jeune homme, oui, votre honneur, balbutia le garçon. Je me rends compte de ma responsabilité et je suis disposé à payer pour mon erreur. Tais-toi. Quant à la bourse contenant ces 15 pièces, je dois admettre que personne ne l'a encore réclamée, et vu les circonstances, dit-il en regardant de travers M. Cheng, je crois peu probable que quelqu'un le fasse. Je considère donc que la bourse peut être déclarée propriété de celui qui l'a trouvée, et comme c'est toi qui l'as trouvée, elle est à toi. Mais, votre honneur, commença Cheng. Votre honneur, essaya d'avancer Ling. Monsieur le juge, voulut dire Zumi. Silence, ordonna le juge. Affaire jugée. Tout le monde dehors. Le juge se leva et quitta rapidement la salle du tribunal, tandis que son assistant faisait à nouveau sonner le gong. La boutique de la vérité. Dis-moi, Jorge, presque tout le monde pense que chaque personne a besoin de suivre une thérapie. Je sais que tu n'es pas d'accord et je crois que tu ne considères même pas nécessaire la thérapie systématique. Mais je me demande si n'importe qui peut tirer profit d'un processus thérapeutique. Oui, n'importe qui? Disons que cela peut être utile à quiconque veut en tirer profit. Mais pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas en tirer profit? Anthony de Mella raconte une merveilleuse histoire qui, me semble-t-il, pourrait nous aider dans cette recherche. L'homme se promenait dans les petites rues de la ville provinciale. Il avait du temps, et c'est pourquoi il s'arrêtait quelques instants devant chaque vitrine, devant chaque boutique, sur chaque place. En tournant le coin d'une rue, il se vit tout à coup devant un modeste local dont la vitrine était vide. Intrigué, il s'approcha et colla son visage à la vitre pour pouvoir regarder à l'intérieur. C'était sombre, et on voyait juste un chevalet sur lequel était posée une pancarte écrite à la main qui annonçait « Boutique de la vérité ». Surpris, l'homme pensa que c'était un nom de fantaisie, mais incapable d'imaginer ce qu'on y vendait, il entra. S'approchant de la demoiselle qui se trouvait au comptoir, il demanda « Pardon, c'est bien la boutique de la vérité ?»« Oui, monsieur. Quel genre de vérité cherchez-vous ? Une vérité partielle, une vérité relative, une vérité statistique, la vérité complète ?» Ainsi donc, on vendait là de la vérité. Jamais il n'avait imaginé que ce fût possible. Arriver et emporter la vérité, quelle merveille! La vérité complète, répondit l'homme sans hésiter. Je suis tellement fatigué des mensonges et des falsifications, pensa-t-il. Je ne veux plus de généralisation, de justification, de tromperie ou de fraude. La vérité complète, confirma-t-il. Bien, monsieur, veuillez me suivre. La demoiselle accompagna le client vers un autre secteur et lui montrant un vendeur au visage sévère, lui dit « Ce monsieur va s'occuper de vous. » Le vendeur s'approcha et attendit que l'homme parlât. « Je viens acheter la vérité complète. »« Eh bien, pardonnez-moi, monsieur, mais en connaissez-vous le prix ?»« Non, quel est-il » répondit-il machinalement. En réalité, il était disposé à payer n'importe quel prix pour avoir toute la vérité. « Si vous l'emportez, dit le vendeur, le prix est que jamais plus vous ne serez en paix. » Un frisson parcourut le dos de l'homme. Jamais il n'avait imaginé que le prix fût si élevé. « Merci, excusez-moi, » balbutia-t-il. Il fit demi-tour et sortit de la boutique en baissant les yeux. Il se sentit un peu triste en se rendant compte qu'il n'était pas encore prêt pour la vérité absolue, qu'il avait encore besoin de quelques mensonges grâce auxquels trouver le repos, de quelques mythes et idéalisations où se réfugier, de quelques justifications pour ne pas avoir à s'affronter lui-même. Peut-être plus tard, pensa-t-il. Démian, ce qui est profitable pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il peut arriver, et il est juste qu'il en soit ainsi, que quelqu'un croit que le prix de certains profits soit trop élevé. Il est permis à chacun de décider du prix qu'il est prêt à payer en échange de ce qu'il reçoit, et il est logique que chacun choisisse le moment de recevoir ce qui lui est offert, qu'il s'agisse de la vérité ou de tout autre profit. Je ne savais quoi dire, et Jorge ajouta « Il y a un vieux proverbe arabe qui dit « Pour pouvoir vider un chargement de halva,
Le plus important est d'avoir des récipients où garder le halva. Il en est avec la sagesse et la vérité, comme avec le halva. Question. La séance avait commencé dans cette ambiance insupportable qui se produisait chaque fois que, arrivant en consultation, je ne savais pas de quoi je voulais parler et n'ouvrais pas la bouche. Ou lorsque je savais de quoi je voulais parler, mais ne le faisais pas. Ou me rendais compte qu'il eût mieux valu ne pas venir, mais j'étais là. Ou lorsque le gros n'avait pas non plus envie de parler et ne m'aidait pas. Ou alors qu'il en avait envie, mais se taisait. C'étaient des séances silencieuses, des séances denses, des séances lourdes. « Hier, j'ai écrit quelque chose, dis-je enfin à Jorge. « Oui ?» Réponse brève, pensai-je. « Oui, répondis-je plus brièvement encore. « Et ?» demanda-t-il. « Et voilà, il va encore me faire tourner en bourrique, songeai-je. Ça s'intitule « Questions », mais ce ne sont pas des questions. Et que veux-tu faire de ces questions qui n'en sont pas? J'aimerais les lire ici, avec toi. Je ne les ai pas relues depuis que je les ai écrites cette nuit. Je sais que je ne cherche pas de réponse, aussi je ne veux pas que tu répondes. Seulement que tu écoutes. Bref, ce sont des énoncés, pas des questions. Je comprends, dit le gros, et il se prépara à écouter. Difficile, non? Presque impossible? Ou peut-être franchement impossible. Comment vit-on en étant différent? Quel sens cela a-t-il de vivre tourmenté? Peut-on vivre autrement en étant lucide, ou du moins en ayant l'esprit clair? Si ce n'est pas le cas, à quoi sert-il que je travaille sur moi? À quoi sert-il que je suive une thérapie? Quelle est la fonction d'un thérapeute? Rendre inadaptés les gens qui, on peut le supposer, vont le voir parce qu'ils souffrent? Et moi, qu'est-ce que je fais dans cette recherche? Ce que je fais, c'est donc d'échanger une souffrance contre une autre dont je n'ai même pas la consolation qu'elle soit partagée par presque tous. Qu'est-ce que la psychothérapie? Une énorme fabrique de frustration pour gens exceptionnels? Quelque chose comme une secte de sadiques, d'inventeurs de méthodes de torture sophistiquées, raffinées et exclusives? Est-il certain qu'il vaut mieux beaucoup souffrir d'une réalité que jouir de l'ignorance de l'univers affabulé? À quoi peut-on utiliser la pleine conscience de la solitude et l'engagement existentiel envers soi-même? Quel avantage, je vous prie, tire-t-on de l'habitude de ne rien attendre de personne? Si le monde tangible n'est qu'ordure, si les personnes réelles sont des merdes, si les véritables situations de nos vies sont empoisonnées, est-ce guérir que se barbouiller d'excréments et nager dans les déchets de l'humanité? Les religions n'ont-elles pas raison d'offrir la consolation dans l'au-delà pour ce qu'on ne peut obtenir ici-bas? N'ont-elles pas également raison lorsqu'elles confient tout le travail à un Dieu tout-puissant qui va s'occuper de nous si nous nous conduisons bien? N'est-il pas beaucoup plus facile de bien me conduire que d'être moi-même? Ne serait-il pas plus utile et plus simple d'admettre le principe du bien et du mal que tous acceptent comme certain? Ou du moins, ne serait-il pas mieux d'imiter tous ceux qui font mine d'être absolument d'accord avec ce principe? Les sorciers, les mages, les guérisseurs et les ensorceleurs, n'ont-ils pas raison lorsqu'ils veulent nous guérir par la magie de notre foi? Ne sont-ils pas dans le vrai ceux qui parient sur la capacité illimitée d'exercer avec notre esprit le contrôle sur toute situation et tout fait extérieur? N'est-il pas certain qu'en réalité il n'existe rien en dehors de moi, et que ma vie n'est qu'un petit cauchemar de choses, de personnages et de faits inventés par mon imagination créatrice? Qui peut croire que ce qui arrive est la seule possibilité? Et s'il en est ainsi, quel est l'avantage d'en savoir plus sur cette possibilité? Quelle obligation une autre personne a-t-elle de me comprendre? Quelle obligation a-t-elle de m'accepter? Quelle obligation a-t-elle de m'écouter? Quelle obligation a-t-elle de m'approuver? Quelle obligation a-t-elle de ne pas me mentir? Quelle obligation a-t-elle de tenir compte de moi? Quelle obligation a-t-elle de m'aimer comme j'aimerais être aimée? Quelle obligation a-t-elle de m'aimer autant que cela me plairait? Quelle obligation n'importe quelle autre personne a-t-elle de m'aimer? Quelle obligation a-t-elle de me respecter? Quelle obligation l'autre a-t-il de s'apercevoir que j'existe? Et si personne ne s'aperçoit que j'existe, à quoi sert-il que j'existe?
Et si mon existence n'a pas de sens sans l'autre, comment ne pas sacrifier n'importe quoi, oui, n'importe quoi, pour que le sens reste à ma portée? Et si le chemin qui va de la naissance au cercueil est solitaire, pourquoi nous tromper en faisant comme si nous pouvions trouver de la compagnie? Le gros se racla la gorge. Quelle courte nuit a été la tienne, hein? Oui, dis-je, noire, très noire. Mon thérapeute tendit les bras et me fit signe de venir m'asseoir près de lui. Lorsque je le fis, Jorge me serra dans ses bras comme on le fait avec un enfant. Je sentis sa chaleur et son amour, et je demeurai là tout le reste de la séance, silencieux, songeur. Le planteur de dattes. Écoute, tout ce que tu m'apprends paraît sensé et bien sûr, j'aimerais énormément penser qu'il est possible de vivre ainsi. Mais la vérité, c'est que je considère que ton modèle de vie n'est qu'un merveilleux exposé théorique, inapplicable à la réalité quotidienne. Je ne crois pas. Bien sûr, tu ne crois pas parce que, pour toi, ce doit être plus facile que pour les autres. Tu as créé autour de toi un mode de vie et c'est tout simple. Mais moi et presque tous ceux que je connais, nous vivons dans un monde normal, ordinaire. Nous ne pourrons jamais faire tout ce qu'il faut pour arriver à en jouir. La vérité, Demian, c'est que je viens de ce même monde réel d'où tu viens, que j'habite cette même planète quotidienne que nous habitons tous, et que je cohabite avec les mêmes personnes normales et ordinaires que tu connais. J'admets que je vis un peu mieux que la plupart des gens que je côtoie, mais je veux que 2 choses soient bien claires pour toi. La première, c'est que le prix n'a pas été faible. Construire cet environnement, comme tu l'appelles, m'a coûté beaucoup d'énergie et d'abnégation, beaucoup de douleur et surtout beaucoup de pertes. La seconde, c'est qu'il s'agit d'un processus. Je veux dire que changer ce qu'il y avait à changer, éviter que ne s'effrite ce qu'il y avait à préserver et suivre le chemin qu'il y avait à explorer m'ont pris du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout seul, et ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Je l'imagine, mais au moins savais-tu qu'à la fin il y avait la récompense dont tu jouis à présent? Pas du tout. Et ça, c'est un autre des préjugés sur lesquels tu t'appuies pour ton analyse. Moi, je n'ai jamais eu la garantie d'aucune récompense. Je dirais plutôt que tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici n'est qu'un pari sur un résultat qui, en réalité, se fait encore attendre. Comment ça, il se fait attendre? Il me reste encore beaucoup à faire, Demian. Qui plus est, je ne crois pas que dans toute ma vie, et bien que je l'imagine longue, je puisse jouir un jour de la totale plénitude, de la complète absence d'attente, de l'attitude mentale permettant d'accepter pleinement les faits. Tu es en train de me dire que tu fais tout ce travail, bien que tu penses ne jamais parvenir à en jouir pleinement. Oui, tu es fou. C'est vrai, mais pour ton bénéfice, je suis un fou qui raconte des histoires, et qui est maintenant sur le point de t'en raconter une. Dans une oasis perdue au milieu des plus lointains paysages du désert, le vieux Eliaou était à genoux, à côté de palmiers dattiers. Son voisin Hakim, un riche marchand, s'arrêta à l'oasis pour y faire boire ses chameaux, et il vit Eliaou en sueur qui semblait creuser le sable. « Comment vas-tu, l'ancien? La paix soit avec toi !» « Et avec toi, répondit Eliaou sans interrompre son travail. Que fais-tu là par cette chaleur, avec cette pelle dans les mains? Je plante, répondit le vieil homme. Que plantes-tu là, Eliaou? Des dattes, répondit celui-ci en montrant la palmeraie autour de lui. Des dattes, répéta le nouveau venu, et il ferma les yeux, comme quelqu'un de compréhensif qui vient d'entendre la plus grosse bêtise de sa vie. Mon cher ami, la chaleur a troublé ton cerveau. Viens, laisse ce travail et allons à la boutique boire un verre de liqueur. Non, je dois finir de planter. Ensuite, si tu veux, nous boirons. Dis-moi, mon ami, quel âge as-tu? Je ne sais pas, 60, 70, 80 ans, je ne sais pas, j'ai oublié, mais qu'importe. Écoute, mon ami, les dattiers mettent plus de 50 ans à pousser, et ce n'est qu'une fois adultes qu'ils sont en mesure de donner des fruits. Je ne te veux pas de mal, tu le sais. Je te souhaite de vivre au moins jusqu'à 101 ans, mais tu sais que tu pourras difficilement récolter quelque chose de ce que tu plantes aujourd'hui. Laisse ça et viens avec moi. Écoute, Hakim,
J'ai mangé les dattes qu'un autre avait plantées, quelqu'un qui ne rêvait pas non plus de déguster ces dattes. Je plante aujourd'hui pour que d'autres puissent manger demain les dattes que je suis en train de planter. Et même si ce n'était qu'en hommage à cet inconnu, ça vaut la peine que je termine ma besogne. Tu m'as donné une grande leçon, Eliaou. Laisse-moi t'offrir une bourse pour payer cet enseignement que tu m'as dispensé aujourd'hui. Et disant cela, Hakim mit une bourse en cuir dans les mains du vieillard. Je te remercie pour tes pièces, l'ami. Tu vois, cela arrive parfois. Tu me prédisais que je ne récolterais jamais ce que je suis en train de planter. Cela semblait certain et cependant regarde, je n'ai pas encore fini de planter que déjà je récolte une bourse et la gratitude d'un ami. Ta sagesse me surprend, l'ancien. C'est la deuxième grande leçon que tu me donnes aujourd'hui, et peut-être est-elle plus importante que la première. Laisse-moi donc te payer aussi cette leçon avec une autre bourse. Et cela arrive parfois, poursuivit le vieux, et il tendit la main en regardant les deux bourses. J'ai planté pour ne pas récolter, et avant d'avoir fini de planter, je récolte non pas une, mais 2 fois. Ça suffit, vieux, n'ouvre plus la bouche. Si tu continues à me prodiguer tes enseignements, je crains que toute ma fortune n'y passe. Tu comprends, Demian ? Me demanda Jorge. Plus que cela, je me rends compte, répondis-je. Rejet de soi. Ce jour-là, alors que la séance se terminait, Jorge me donna une enveloppe fermée sur laquelle était écrit « Pour Demian ». « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « C'est à toi. Je l'ai écrit pour toi il y a quelques mois. »« Il y a longtemps » ? ?»« Oui. À vrai dire, cela m'est venu quelques semaines après le début de ta thérapie. Je lisais un poème d'un Américain, Leo Booth. Ce poème commençait par le premier paragraphe de ce que tu vas lire maintenant. Tandis que je le lisais, je voyais apparaître ton image devant mes yeux, et tes mots des premières séances résonnaient à mes oreilles. Alors je me suis assis et j'ai écrit ceci. Et pourquoi me le donnes-tu seulement maintenant ? Parce que je crois qu'avant tu ne l'aurais pas compris. Je lus. Rejet de soi. J'étais là dès le premier instant, dans l'adrénaline qui circulait dans les veines de tes parents, quand ils faisaient l'amour pour te concevoir, puis dans le fluide que ta mère pompait dans ton petit cœur alors que tu n'étais encore qu'un parasite. Je suis arrivée à toi avant que tu puisses parler, avant même que tu puisses comprendre quelque chose de ce que les autres te disaient. J'étais déjà là quand maladroitement tu t'essayais à tes premiers pas devant les yeux moqueurs et amusés de tous, lorsque tu étais sans protection et exposé, lorsque tu étais vulnérable et dans le besoin. Je suis apparue dans ta vie en tenant la pensée magique par la main. M'accompagnaient les superstitions et les exhortations, les fétiches et les amulettes, les formules rituelles, les coutumes et la tradition, tes maîtres, tes frères et tes amis. Avant que tu saches que j'existais, j'ai divisé ton âme en un monde de lumière et un autre d'obscurité, un monde de ce qui est bien et un autre de ce qui ne l'est pas. Je t'ai apporté tes sentiments de honte, t'ai montré tout ce qu'il y a en toi de mauvais, de laid, de stupide, de désagréable. Je t'ai collé l'étiquette de différent. Lorsque pour la première fois je t'ai dit à l'oreille que quelque chose n'allait pas bien du tout chez toi. J'existe depuis avant la conscience, depuis avant la culpabilité, depuis avant la moralité, depuis le commencement des temps, depuis qu'Adam a eu honte de son corps en s'apercevant qu'il était nu et l'a couvert. Je suis l'invité non voulu, le visiteur non désiré, et pourtant je suis le premier à arriver et le dernier à m'en aller. Avec le temps, je suis devenu puissant en écoutant les conseils de tes parents sur la façon de réussir dans la vie, en observant les préceptes de ta religion, qui te disent quoi faire et ne pas faire pour pouvoir être accepté de Dieu en son sein, en subissant les plaisanteries cruelles de tes camarades de classe lorsqu'ils se moquaient de tes difficultés, en supportant les humiliations de tes supérieurs, en contemplant ta silhouette dégingandée dans le miroir et en la comparant ensuite avec celle des célébrités qu'on voit à la télévision. Et maintenant, enfin,
puissant comme je le suis, et du simple fait d'être femme, d'être noire, d'être juif, d'être homosexuel, d'être oriental, d'être disqualifié, d'être grand, petit ou gros, je peux te transformer en un tas d'ordures, en déchets, en bouc émissaire, en responsable universel, en un maudit bâtard méprisable. Des générations et des générations d'hommes et de femmes me soutiennent. Tu ne peux te libérer de moi. La peine que je cause est à ce point insoutenable que pour me supporter, tu devras me transmettre à tes enfants, afin qu'ils me transmettent aux leurs, pendant les siècles des siècles. Pour t'aider, toi et ta descendance, je me déguiserai sous forme de perfectionnisme, de grands idéaux, d'autocritique, de patriotisme, de moralité, de bonne manière, de maîtrise de soi. La peine que je te cause est à ce point intense que tu voudras me nier, et pour cela, tu tenteras de me cacher derrière tes personnages, derrière les drogues, derrière tes luttes pour l'argent, derrière tes névroses, derrière ta sexualité débridée. Mais quoi que tu fasses, où que tu ailles, je serai là, toujours là, parce que je voyage avec toi jour et nuit, sans répit, sans limite. Je suis la cause principale de la dépendance, de la possessivité, de l'effort, de l'immoralité, de la peur, de la violence, du crime, de la folie. Je t'ai appris la peur d'être rejeté et j'ai conditionné ton existence à cette peur. Tu dépends de moi pour continuer d'être cette personne entourée, désirée, applaudie, aimable et agréable que tu montres aujourd'hui aux autres. Tu dépends de moi parce que je suis le coffre dans lequel tu as caché les choses les plus désagréables, les plus ridicules, les moins désirables de toi-même. Grâce à moi, tu as appris à te satisfaire de ce que la vie te donne, car après tout ce que tu vivras sera toujours plus que ce que tu crois mériter. Tu as deviné, n'est-ce pas? Je suis le sentiment de rejet que tu éprouves envers toi-même. Je suis le sentiment de rejet que tu éprouves envers toi-même. Souviens-toi de notre histoire. Tout a commencé ce jour gris où tu as fièrement cessé de dire « je suis » et où, mi-honteux, mi-craintif, tu as baissé la tête et changé tes paroles et attitudes pour une pensée. Je devrais être. C'est sûr, confirmai-je. Avant, je ne l'aurais pas compris. Et de plus, Démian, je te le donne maintenant parce que je ne veux pas que ton passage dans ce cabinet se termine sans que tu l'emportes. Tu me fiches à la porte? Demandai-je comme j'avais l'habitude de le faire. Pour la première fois depuis que je connaissais Jorge, je le vis bégayer. Je crois que oui, murmura-t-il. Le gros cligna de l'œil, sourit et me caressa la joue. Je t'aime beaucoup, Démian. Moi aussi je t'aime beaucoup, Gordo. Sans un mot de plus, je me levai. Je m'approchai et embrassai Jorge, le serrant longuement dans mes bras. Puis je partis. Je ne sais pourquoi, j'avais le sentiment que ma vie commençait à cet instant. Épilogue. Le diamant caché. Voilà, c'est tout. Au cours des derniers mois, j'ai essayé de partager avec toi quelques-unes des histoires que j'ai l'habitude de raconter aux gens que j'aime. Quelques histoires qui me sont souvent utiles, à moi aussi, pour éclairer des passages obscurs de mon propre chemin. Quelques histoires qui m'ont rapproché de personnes que j'admirais et que j'admire pour leur sagesse. Quelques histoires, enfin, qui me plaisent, qui me rendent heureux et que j'apprécie chaque jour davantage. Un livre d'histoire se termine toujours, bien sûr, par une histoire. Celle-ci s'intitule « Le diamant caché » et elle s'inspire d'un conte de Peretz. Note. Peretz, écrivain polonais, 1852-1915, est considéré comme l'un des 3 auteurs majeurs de la littérature yiddish. Dans un très lointain pays vivait un paysan. Il possédait un petit lopin de terre sur lequel il cultivait des céréales et un jardin potager que sa femme entretenait, prenant soin de quelques légumes qui permettaient d'arrondir un peu le maigre budget de la famille. Un jour, alors qu'il labourait son champ, tirant seul une charrue rudimentaire, il vit entre les mottes de bonne terre une chose qui brillait intensément. Méfiant, il s'approcha et la souleva. On aurait dit un gros morceau de verre.
Il fut surpris par son éclat éblouissant quand les rayons du soleil tombaient dessus. Il comprit qu'il s'agissait d'une pierre précieuse et qu'elle devait avoir une immense valeur. Pendant un moment, il rêva de tout ce qu'il pourrait faire s'il vendait le brillant, mais aussitôt après, il pensa que cette pierre était un cadeau du ciel et qu'il devait en prendre soin pour ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Le paysan termina son travail et revint chez lui en emportant le diamant. Il eut peur de garder le joyau chez lui. Aussi, à la nuit tombée, il alla dans le jardin, fit un trou dans la terre au milieu des tomates et y enterra le diamant. Pour ne pas oublier où il l'avait enfoui, juste dessus, il posa une pierre jaune qu'il ramassa sur place. Le lendemain, le paysan appela sa femme, lui montra la pierre et la pria de ne la déplacer sous aucun prétexte. Sa femme lui demanda pourquoi cette étrange pierre devait être là, parmi ses tomates. N'osant pas lui avouer la vérité de peur qu'elle ne s'inquiète, il lui dit « C'est une pierre très particulière. Tant que cette pierre restera à cet endroit, au milieu des tomates, elle nous portera bonheur. » L'épouse ne discuta pas cette soudaine ferveur superstitieuse de son mari et s'arrangea avec ses plants de tomates. Le couple avait 2 enfants, un garçon et une fille. Un jour, elle avait alors 10 ans, la fillette posa des questions à sa mère à propos de cette pierre qui se trouvait dans le jardin potager. « Elle porte chance, dit la mère, et la fillette se contenta de la réponse. Un matin, avant de partir à l'école, elle s'approcha des tomates et toucha la pierre jaune. Ce jour-là, elle devait se présenter à un examen difficile. Tout à fait par hasard, ou parce que cela lui avait donné confiance en elle, l'examen se passa très bien et la fillette confirma les pouvoirs de la pierre. Cet après-midi-là, lorsqu'elle rentra chez elle, elle rapporta une petite pierre jaune qu'elle posa à côté de la première. « Et pourquoi ça ?» demanda sa mère. « Si une pierre porte chance, 2 en porteront encore plus, » dit la fillette avec une logique indiscutable. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'elle trouvait l'une de ces pierres, la fillette la mettait à côté des autres. Par jeu ou par complicité, la mère se mit bientôt elle aussi à empiler des pierres à côté de celles de sa fille. Le garçon, quant à lui, grandit avec le mythe des pierres ancré dans sa vie. Depuis tout petit, on lui avait appris à empiler les pierres jaunes à côté des précédentes. Un jour, l'enfant revint avec une pierre verte et la disposa avec les autres. « Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon garçon ?» le réprimanda sa mère. « Il m'a semblé que le tas serait plus beau avec une touche de vert, » expliqua-t-il. « Pas question, mon fils, retire cette pierre d'avec les autres. »« Pourquoi ne puis-je mettre cette pierre verte avec les autres ?» demanda l'enfant, qui avait toujours été d'un tempérament quelque peu rebelle. « Parce que… balbutia la mère. Elle ignorait pourquoi seules les pierres jaunes portaient chance. Elle se souvenait seulement des paroles de son mari, disant qu'une pierre comme celle-ci, au milieu des tomates, allait leur porter bonheur. « Pourquoi, maman, pourquoi ?»« Parce que les pierres jaunes ne portent chance que s'il n'y a pas de pierre d'une autre couleur auprès d'elles, » inventa la mère. « Ce n'est pas possible, » rétorqua l'enfant. « Pourquoi ne porteraient-elles pas autant chance si elles sont avec d'autres ? Parce que, les pierres porte-bonheur sont très jalouses. »« Jalouses ?» répéta le garçon avec un rire ironique. « Des pierres jalouses ? C'est ridicule. » « Écoute, j'ignore les pourquoi et pourquoi pas des pierres. Si tu veux en savoir plus, interroge ton père, » lui dit sa mère. Et elle partit faire ce qu'elle avait à faire, non sans avoir retiré la pierre intruse verdâtre que son fils avait apportée. Ce soir-là, le garçon attendit fort tard le retour de son père. « Papa, pourquoi les pierres jaunes portent-elles bonheur ?» lui demanda-t-il dès qu'il rentra. « Et pourquoi pas les vertes ? Et pourquoi les jaunes portent-elles moins chance s'il y en a une verte tout près ? Et pourquoi doivent-elles être au milieu des tomates ?» Et il aurait encore posé bien des questions avant d'écouter une réponse si son père ne lui avait fait signe de se taire. « Demain, mon fils, nous irons ensemble au champ et je répondrai à toutes tes questions. »« Et pourquoi demain ?» voulut encore savoir l'enfant. « Demain, mon fils, demain, » l'interrompit son père. Le lendemain matin, très tôt, alors que tous dormaient encore dans la maison, le père réveilla le garçon avec tendresse, l'aida à s'habiller et l'emmena avec lui dans son champ. « Écoute, mon fils, jusqu'à maintenant je ne te l'ai pas dit, parce que je pensais que tu n'étais pas prêt à entendre la vérité.
Mais aujourd'hui il me semble que tu es assez grand, que tu es déjà un petit homme en mesure d'apprendre n'importe quel secret et de le garder aussi longtemps que ce sera nécessaire. Quel secret, papa? Je vais te le confier. Toutes ces pierres sont au milieu des plants de tomates pour marquer un endroit précis du jardin. Sous toutes ces pierres est enterré un précieux diamant qui est le trésor de notre famille. Je n'ai pas voulu le dire aux autres car je crois que cela les inquiéterait. Comme tu connais à présent le secret familial, tu en es désormais responsable. Tu auras des enfants toi aussi et un jour, tu sauras que tu dois transmettre le secret à l'un d'eux. Ce jour-là, tu emmèneras ton fils loin de la maison et tu lui diras la vérité sur le diamant caché, comme je le fais aujourd'hui avec toi. Le père embrassa son fils sur la joue et poursuivit. Garder un secret consiste aussi à savoir quand vient le moment de le transmettre et quelle est la personne qui peut en être digne. Jusqu'à ce qu'arrive le jour du choix, tu dois laisser les autres membres de la famille, tous les autres, imaginer ce qu'ils veulent sur les pierres jaunes, vertes ou bleues. Tu peux avoir confiance en moi, papa, dit le garçon, et il se redressa pour paraître plus grand. Les années passèrent, le vieux paysan mourut et son fils devint un homme. Lui aussi eut des enfants, et parmi eux, un seul apprit en son temps le secret du diamant. Tous les autres croyaient à la chance apportée par les pierres jaunes. Pendant des années, génération après génération, les membres de cette famille accumulèrent des pierres dans le jardin de la maison. Il s'était formé là un énorme tas de pierres jaunes, une montagne que la famille honorait comme un immense et infaillible talisman. Seul un homme ou une femme de chaque génération était dépositaire de la vérité sur le diamant. Tous les autres adoraient les pierres. Jusqu'à ce qu'un jour, va savoir pourquoi, le secret se perdit. Peut-être un père mourut-il subitement, peut-être un fils douta-t-il de ce qu'on lui racontait. Toujours est-il que dès lors, certains continuèrent à se fier au pouvoir des pierres, tandis que d'autres remettaient en question cette vieille tradition. Mais plus jamais personne ne se souvint du joyau caché. Ces contes que tu viens de lire sont à peine quelques pierres, pierres vertes, pierres jaunes, pierres rouges. Ces contes n'ont été écrits que pour indiquer un lieu ou un chemin. Le travail qui consiste à chercher à l'intérieur, tout au fond de chaque récit, le diamant qui y est caché, est celui de chacun.